Le 4 avril 2008, 13 h heure locale, golfe d'Aden, à environ 280 milles nautiques au nord-est des côtes somaliennes. Le yacht français, le Ponant, glisse à 18 nœuds dans la lumière de l'après-midi. À son bord, 30 membres d'équipage, pas un seul passager. Le navire est en convoyage entre les Seychelles et la Méditerranée, vide de clients. 88 mètres de coque blanche, 3 mâts gréés, le pavillon tricolore au tableau arrière. Une silhouette de croisière de luxe que la mer du Yémen n'avait jamais vue. 2 skiffs s'approchent par tribord. À leur bord, 12 hommes, des kalachnikovs et 2 lance-roquettes RPG-7. Aucun avertissement. Les premières rafales touchent la passerelle de navigation. Le capitaine Patrick Marchesso coupe la machine, abandonne la barre et envoie l'alerte par radio-satellite. À Brest, le commandement maritime français reçoit le signal en moins de 12 minutes. Les pirates montent à bord par grappin, ordonnent à l'équipage de se rassembler dans la salle à manger principale. 22 Français, 6 Philippins, un Camerounais, un Ukrainien. Le yacht change de cap vers le sud-ouest, direction la côte somalienne, vers une petite ville de pêcheurs dont le nom n'existe sur aucune carte touristique. Haile, capitale officieuse de la piraterie mondiale. À Paris, 2 fuseaux horaires en arrière, le commandant des opérations spéciales reçoit la photo du yacht prise par un avion de patrouille maritime Atlantique II. Le bâtiment est immobilisé près de la côte du Puntland, dans une zone sans police, sans armée régulière, sans gouvernement reconnu. Les pirates de cette région ont une routine bien rodée. Capture, rançon, libération. Personne ne les a jamais poursuivis sur la terre ferme. Aucune marine occidentale n'a posé un soldat sur le sol somalien depuis la débâcle américaine de Mogadiscio en 1993. 15 ans plus tard, les pirates pensent l'impunité acquise. Le président Sarkozy, à l'Élysée, signe l'ordre de mission le soir même. Pendant 7 jours, 2 pistes parallèles se déroulent. Sur la première, l'armateur, la compagnie du Ponant à Marseille, négocie la rançon par téléphone satellite avec les pirates. 2 150 000 $ américains. Cash, largage par hélicoptère. Sur la seconde, la frégate Jean Bart, classe Cassard, quitte sa zone de patrouille dans l'océan Indien et fait route plein nord à 26 nœuds. À son bord, embarqués discrètement à Djibouti, une trentaine de commandos marines, mélange du commando Hubert, du commando Trépel et du commando Jaubert. Le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, vieux croiseur de l'école navale, est rappelé de son voyage d'application. 150 élèves officiers vont assister à leur première opération réelle. Le 11 avril, à l'aube, le sac de la rançon est largué sur le pont arrière du Ponant. Les pirates comptent. 1 heure plus tard, ils libèrent l'équipage et descendent dans leur skiff avec les billets. Direction la plage. 30 otages français, philippins, camerounais et ukrainiens sont récupérés par un remorqueur affrété par l'armateur et conduits hors de portée. À ce moment précis, la mission classique se termine. C'est ici que toutes les opérations anti-piraterie occidentales avaient toujours pris fin. Le navire libre, les otages saufs, les pirates riches, l'humiliation discrète. Sauf que cette fois, le drapeau au-dessus de la frégate Jean Bart est bleu, blanc, rouge. Le Ponant n'est pas un cargo. La compagnie qui l'arme est française, basée à Marseille, et compte parmi les fleurons du tourisme de luxe national. 3 mâts goélettes construits à Saint-Malo en 1991, 64 cabines, capacité de 65 passagers. Habituellement, ils croisent dans les Caraïbes et la Méditerranée pour une clientèle qui paie le voyage le prix d'une voiture. La prise de ce yacht sous pavillon tricolore est un acte politique. Les pirates l'ont compris, la France aussi. Mais la France, contrairement à eux, dispose d'une chose qu'ils n'ont jamais affrontée. Un président qui décide vite et des commandos qui exécutent sans débat parlementaire. Haile, une petite ville perdue sur la côte est du Puntland, région autonome de la Somalie qui ne reconnaît pas le gouvernement de Mogadiscio et que Mogadiscio ne contrôle pas. 30 000 habitants, pas d'aéroport, pas de port en eau profonde, des maisons basses en parpaing et un littoral de criques où les skiffs des pirates s'amarrent à côté des barques de pêcheurs. Depuis 2005, c'est ici que sont gardés les navires capturés dans tout l'océan Indien. Tankers iraniens, cargos ukrainiens, voiliers européens. Personne jamais n'a osé venir les y reprendre. Les pirates dorment dans leur maison en famille, achètent des Toyota neuves, paient des gardes armés.
L'État somalien, lui, n'existe pas. La planification de l'opération qui suit la libération porte le nom de code Talatin, mot somali pour le chiffre 30 en référence aux 30 otages. Conçu en 48 heures par l'état-major des armées, validé par l'Élysée, exécuté par le commandement de l'océan Indien, dit à l'Indien. Objectif : intercepter les 6 pirates qui repartent à terre avec la rançon, les capturer vivants, récupérer l'argent et les ramener en France pour y être jugés. Aucun précédent occidental moderne. Le premier obstacle juridique est levé par une coordination directe avec le président du Puntland, Ademus, qui donne son accord verbal à une intervention française sur son territoire. Mogadiscio n'est pas consulté. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, joue le rôle technique de l'échange. 6 opérateurs montent à bord du Ponant pendant la livraison de la rançon, sécurisent le transfert des otages, comptent la somme remise. Ce n'est pas leur opération principale. Elle est confiée au commando marine de la force d'action navale. La coordination des 2 services à si court délai est un cas d'école qui sera étudié plus tard dans les écoles d'application. Sur le terrain, le partage est net, le GIGN au navire, les Marines à terre. Les rotors des Panthères, hélicoptères embarqués sur le Jambart, tournent depuis l'aube en attendant l'ordre de décollage. À 7h15 locale, les pirates quittent la plage de Garad à une dizaine de kilomètres au sud d'Ale, dans 2 pick-up Toyota Hilux blancs chargés du cash. Ils filent plein ouest sur une piste de sable et de cailloux. Direction l'arrière-pays du Puntland vers les villages de leur clan où ils comptaient se disperser, payer leur garde et célébrer le butin. Au-dessus d'eux, à 1200 mètres d'altitude, un avion de patrouille maritime de la marine française les suit en silence radio depuis 40 minutes. Les coordonnées remontent au centre opérationnel du Jean Bart. La frégate est à 80 000 nautiques de la côte. Trop loin pour un assaut classique. Pas trop loin pour ses hélicoptères. Les 2 Panthères décollent à 8h05. Cabine bourrée. Pilote, copilote, mécanicien de bord et 16 commandos marines en tenue de combat noire sans insigne, armés de FAMA, de fusils, HKG-3 et de fusils de précision FRF-2. Cap vers la côte, en vol rasant à 30 mètres au-dessus de la mer. Les rotors brassent les écumes. À l'horizon, le sable du Puntland monte progressivement, ocre puis rouge. La traversée prend 40 minutes. Les commandos embarqués vérifient leurs chargeurs, fixent leurs casques, contrôlent le silencieux des FAMAS. Personne ne parle. La radio interne ne diffuse que la voix du pilote et les bips du radioaltimètre. À 9h20, les Panthères survolent la côte au sud d'Ale. La cible apparaît. 2 Toyota Hilux blancs sur une piste, fil unique, qui s'éloigne vers l'intérieur des terres. La distance est de 500 mètres. Le premier Panther bascule en position de tir, le second couvre. Sur la plateforme latérale, un tireur d'élite des commandos marines arme un fusil de précision FR-F-2, calibre 7.62. La cible est sous vente, l'hélicoptère stabilisé en stationnaire. Une seule balle quitte le canon. Elle traverse le pare-brise du Hilux de tête, se loge dans le bloc moteur, brise un cylindre. Le pick-up cale, dérape, s'arrête à cheval sur la piste. Le second Hilux freine derrière, prise au piège. Les Panthères se posent à 40 mètres de la cible. Les commandos sautent. Course de 15 secondes. Formation en éventail. Tir de sommation au-dessus des têtes des pirates. 3 hommes lèvent les mains immédiatement. 2 autres tentent d'attraper leur Kalachnikov, sont neutralisés, désarmés au sol. Le 6e tire 2 rafales depuis le Hilux arrière avant d'être touché par un retour des FAMAS et d'être emmené blessé. La phase active dure moins de 10 minutes. À 9h35, les 6 pirates sont menottés, leur arsenal vidé, leur téléphone saisi. Dans les sacs en plastique du Hilux de tête, environ 200 000 $ américains intacts. Le reste a déjà été distribué sur la plage. Les pirates sont chargés à bord des Panthères et ramenés sur le Jean Bart en moins d'1 heure. La frégate met cap au nord-ouest vers Djibouti. À bord du Jeanne d'Arc, qui patrouille à 10 000 de distance, les 150 élèves officiers regardent l'opération se conclure depuis la passerelle de navigation. La marine leur enseigne en quelques heures ce qu'aucun manuel n'enseigne, qu'une opération réelle se mesure non pas en doctrine mais en minutes. 90 minutes entre le décollage et le retour à bord. Aucune perte française.
6 pirates vivants, prêts pour la justice, une partie de la rançon récupérée, et une chose plus importante que tout cela, un précédent que personne, en dehors de Paris, ne croyait possible. Avant l'opération, le renseignement français a tracé la cellule pirate pendant 6 jours. Un avion de patrouille maritime atlantique, 2, basé à Djibouti, effectue 3 rotations quotidiennes au-dessus du Puntland. Sa charge utile comprend un radar de surveillance maritime, des capteurs infrarouges et une caméra haute définition stabilisée. Les images sont relayées en temps réel au centre de planification opérationnelle de Brest. Au sol, la direction du renseignement militaire identifie, par recoupement des téléphones satellites des pirates, leur zone de regroupement habituelle à Garade, Bossasso et Eyl. Quand les Toyota Hilux quittent la plage, leur destination probable est connue depuis la veille. Aucun pirate ne s'en doute, c'est la première fois qu'une cellule criminelle somalienne est suivie ainsi par les moyens d'un État européen. La coordination entre les services aussi est un précédent. Marine nationale, gendarmerie nationale via le GIGN, renseignement militaire, ministère de la Justice, Élysée. 5 chaînes de commandement parallèles, normalement étanches, alignées en moins de 48 heures sur une opération conjointe. Le centre de planification interministériel installé temporairement à l'hôtel de Brienne, siège du ministère de la Défense, fonctionne en continu du 4 au 11 avril. Les officiers de liaison se passent le relais toutes les 8 heures. Le ministre Hervé Morin dort sur place. Le chef d'état-major particulier du président, le général Benoît Pugat, fait la navette entre l'Élysée et Brienne. Cette architecture, improvisée pour l'occasion, deviendra le modèle des cellules de crise françaises lors des opérations de libération d'otages au Sahel et en Syrie pour la décennie suivante. Le 13 avril, les 6 prisonniers descendent d'un Transal C-160 de l'armée de l'air sur le tarmac de la base aérienne d'Évreux. Ils sont remis à la direction centrale de la police judiciaire, transférés au tribunal de grande instance de Paris, écroués en attente d'instruction. Pour la première fois depuis le XIXe siècle, le Code pénal français applique l'article relatif à la piraterie maritime. Le dossier prendra 4 ans. En juin 2012, la Cour d'assises de Paris condamne les 6 accusés à des peines allant de 4 à 10 ans de réclusion criminelle. Le verdict est définitif. Il établit aux yeux du droit français et international qu'un acte de piraterie commis dans des eaux internationales peut et sera poursuivi à Paris. Le 11 avril au soir, Nicolas Sarkozy s'adresse aux Français depuis le perron de l'Élysée. Le ton est sec. La France ne se laissera pas dicter sa loi par des pirates. La France assume sa responsabilité de protéger ses ressortissants et son pavillon, où qu'il flotte. Il ne donne aucun détail tactique. Il remercie les commandos sans les nommer. Le ministre de la Défense Hervé Morin précise, plus tard dans la semaine, que l'opération a constitué le premier emploi de la force militaire française pour appréhender des pirates après la libération d'otages. Le calcul stratégique est explicite. La France ne paie pas pour rien. Elle paie, libère et poursuit. Le message remonte les chaînes de commandement des pirates somaliens en moins d'1 mois. À la même date, en 2008, l'océan Indien occidental est devenu la zone maritime la plus dangereuse du monde. 140 navires y ont été attaqués depuis janvier. 42 capturés. Plusieurs centaines de marins retenus en otage. Les armateurs européens et asiatiques détournent leurs cargos par le cap de Bonne-Espérance, allongeant les routes de 15 à 20 jours, renchérissant chaque tonne de marchandises. Les compagnies pétrolières envisagent de blinder leurs tankers. L'industrie maritime est en crise. C'est dans ce contexte que l'opération Talatine intervient, et c'est ce contexte qu'elle change. Pour la première fois, un pays occidental démontre que les côtes somaliennes ne sont pas un sanctuaire. 8 mois plus tard, le 8 décembre 2008, le Conseil de l'Union européenne lance l'opération Atalanta, mission militaire navale européenne mandatée par les Nations Unies, chargée de protéger les navires du Programme alimentaire mondial et les routes commerciales du golfe d'Aden. Le commandement opérationnel est confié, en alternance, à des amiraux français, britanniques, allemands, italiens et espagnols. Le quartier général se trouve initialement à Northwood, près de Londres. La doctrine d'engagement reprend 3 principes établis par Talatine. Intervention possible en haute mer et dans les eaux territoriales somaliennes, capture vivante des suspects, transfert à un État pour jugement. La signature française est partout dans le texte. 5 mois après le Ponant, le 4 septembre 2008, un autre voilier français, le Carré d'Asfour, est capturé au large des côtes yéménites. 2 otages à bord, un couple.
Cette fois, la décision est prise plus vite. Les commandos du commando Hubert prennent d'assaut le navire dans la nuit du 16 au 17 septembre, libèrent les otages, tuent un pirate au cours de l'assaut, en capturent 6 autres. Le schéma Talatine devient une routine. 4 mois plus tard, en avril 2009, un troisième cas, le voilier Tanit, se termine plus mal. Le capitaine Florent Lemasson est tué dans le tir croisé entre les commandos et les pirates pendant l'assaut. La méthode reste, le résultat varie. Mais le principe est désormais établi. Pour comprendre la portée du précédent, il faut revenir 15 ans en arrière. Le 3 octobre 1993, à Mogadiscio, 95 Rangers et opérateurs Delta Force américains tentent de capturer 2 lieutenants du seigneur de guerre Mohamed Farah Aidid. 2 hélicoptères Black Hawk sont abattus par des RPG. La bataille dure 15 heures. 18 Américains sont tués, 73 blessés. Les corps des soldats sont traînés dans les rues de la capitale somalienne par des foules en colère. Bill Clinton ordonne le retrait des troupes américaines du pays en moins de 6 mois. Pendant 15 ans, aucun gouvernement occidental n'a remis un soldat sur le sol somalien dans le cadre d'une opération offensive. La leçon de Mogadiscio est gravée. L'opération Talatine est l'inversion complète de cette leçon. Là où les Américains étaient venus en force, en convoi blindé, en lumière du jour, et avaient été pris dans une bataille urbaine qu'ils n'avaient pas planifiée, les Français viennent en silence, à 2 hélicoptères, à l'aube, dans une zone semi-désertique, loin des villes, avec une cible précise, et repartent en moins de 2 heures. La doctrine est l'inverse de la doctrine américaine de 1993. Petite empreinte, vitesse maximale, objectif limité, extraction immédiate. La leçon française est la même que celle de l'Oyada en 1976, du Tchad en 1969, de Kolwezi en 1978. Elle a 60 ans. La compagnie du Ponant, après la libération du yacht, équipe l'intégralité de sa flotte avec des gardes armés privés. La consigne change. Aucun navire de la compagnie ne navigue plus dans la zone à risque sans escorte ou sans coordonnées transmises au centre maritime de la Marine nationale. Le Ponant lui-même est remis en service en mai 2008, croise dans les Caraïbes pendant l'hiver suivant et reprend une vie commerciale normale. Le capitaine Patrick Marchesso quitte la compagnie 2 ans plus tard pour rejoindre la formation maritime. Il ne donne aucune interview pendant 5 ans. La compagnie continue de prospérer. Elle compte aujourd'hui 13 navires en exploitation. Sur les 6 pirates condamnés à Paris en 2012, 2 ont fini leur peine et ont été expulsés vers la Somalie en 2016. 3 autres ont demandé l'asile politique à la sortie de prison, invoquant le risque de représailles en cas de retour. Le dossier traîne. Le 6e, le plus âgé, est mort en détention à Fresnes en 2014. Le tribunal n'a jamais nommé le chef de la cellule pirate qui a planifié la capture du Ponant depuis Eyl. Cet homme, identifié par les renseignements français sous un alias, dirige toujours, selon les sources de la direction du renseignement militaire, plusieurs équipes opérationnelles le long de la côte est du Puntland. Le coût total pour le contribuable français de l'opération Talatine s'élève, selon les chiffres rendus publics par la Cour des comptes en 2012, à environ 321 000 €. À cela s'ajoutent les frais d'instruction et de procès, estimés à plus d'1 million d'euros. La rançon, 2 150 000 $, est restée à la charge de l'armateur, qui n'a obtenu aucun remboursement de l'État. La part récupérée par les commandos, 200 000 $, a été versée au trésor public. Calcul comptable. Pour environ 1 400 000 € de dépenses militaires et judiciaires, la France a installé une doctrine et un précédent qui ont structuré 10 ans de politique maritime européenne en océan Indien. Aujourd'hui, en 2026, la piraterie somalienne est devenue résiduelle. Les attaques sont passées de 237 par an au pic de 2011 à moins de 15 par an. Atalanta a été prolongée jusqu'en 2025. Les routes maritimes ont retrouvé leur tracé normal. Eyl est redevenue une ville de pêcheurs. Les Toyota Hilux du temps des rançons ont été revendus ou rouillent dans les cours. Le Puntland s'est doté d'une garde côtière régionale. La marine française continue de patrouiller la zone, désormais en coordination avec les marines indiennes, chinoises, japonaises et émiraties. Tous prennent acte du précédent posé en avril 2008. Le Jean Bart, frégate anti-aérienne mise en service en 1991, a été désarmé en juillet 2021, après 30 ans de service et plus de 40 missions de présence dans l'océan Indien.
Le Jeanne d'Arc, ancien croiseur de l'école navale, a été retiré du service le 1er septembre 2010, 2 ans après le Ponant. Il a été démantelé à Bordeaux en 2016. Les hélicoptères Panthère embarqués sur le Jean Bart sont en cours de remplacement par les NH-90. Sur ces 2 bâtiments retirés du service ne reste qu'une trace administrative. Dans les écoles d'application de la marine et de la gendarmerie, le nom de l'opération est resté inscrit au programme. Le 4 avril 2023, 15 ans après le détournement du Ponant, une cérémonie discrète se tient à la base de Lorient, port d'attache des commandos marines. Sont présents quelques anciens du commando Hubert, du commando Trépel, du commando Jaubert et un représentant de la compagnie du Ponant. La cérémonie n'est pas annoncée à la presse, aucun discours politique. Une lecture des noms des 30 otages libérés. Une autre des 6 pilotes et mécaniciens des Panthères engagés. Une plaque commémorative reste à la base. Sur cette plaque, un seul mot a été retenu pour décrire l'opération, choisi par ceux qui l'ont conduite, précis. C'est le terme employé par le commandant de groupe dans son rapport opérationnel daté du 12 avril 2008, déclassifié 10 ans plus tard. Précis. Rien d'autre. La doctrine de l'intervention rapide, à empreinte minimale sur signature présidentielle, est restée la marque française dans toutes les opérations de libération d'otages qui ont suivi. Burkina Faso en 2019, Niger en 2020, Sahel sous Barkhane jusqu'au retrait des forces françaises en 2022. Les principes établis dans le golfe d'Aden et sur la piste poussiéreuse au sud de Dale sont les mêmes depuis. Décision présidentielle rapide. Opération courte, équipe restreinte, cible précise, extraction immédiate, suivi judiciaire jusqu'au verdict définitif. Le tout sans détailler à la presse, sans nommer les opérateurs, sans communiqué triomphal. La France, dans ce domaine, n'a pas changé de méthode depuis le 11 avril 2008. Elle ne voit aucune raison d'en changer.